Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattants, toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Nous commençons avec le nom béni d'Allah, nous le louons et nous le glorifions, comme il se doit d'être loué et glorifié. Nous prions pour la paix et les bénédictions sur tous ces nobles messagers, et en particulier sur le dernier d'entre eux, le prophète béni Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. L'humanité aujourd'hui a besoin de trois choses: une interprétation spirituelle de l'univers, une émancipation spirituelle de l'individu, des principes fondamentaux de portée universelle orientant l'évolution de la société humaine sur une base spirituelle. En somme, une quête de la spiritualité et une abolition d'une pensée purement épistémologique moderne. Quel est cet autre que le sentiment dans lequel le sentiment peut s'achever? Je réponds, la conscience d'un objet. Le sentiment est la stabilité d'un moi entièrement conscient. Et ce qui va restaurer la stabilité de ce moi repose non pas à l'intérieur de sa propre frontière, mais au-delà d'elle. Le sentiment est la poussée vers l'extérieur, comme l'idée et communication vers l'extérieur. Et aucun sentiment n'est assez aveugle pour n'avoir aucune idée de son propre objet. Tel qu'un sentiment prend possession de l'esprit, comme partie intégrante de ce sentiment, une idée du genre de choses qui le mettra en repos. Un sentiment sans direction est aussi impossible qu'une activité sans direction, et une direction implique un objectif. Il y a des vagues d'états de conscience dans lesquels nous semblons totalement sans direction, mais dans de tels cas, il est remarquable que le sentiment soit lui-même en suspense. Par exemple, je peux être étourdi par un coup, sans réaliser ce qui s'est passé ni souffrir d'aucune douleur, et néanmoins, très conscient que quelque chose s'est produit. L'expérience atteint un instant dans le vestibule de la conscience, non comme un sentiment, mais purement comme un fait, jusqu'à ce que l'idée la touche et définisse une voie de réponse. Au même moment, cela est ressenti comme douloureux. Si nous avons raison, le sentiment est tout autant une conscience objective qu'une idée. Il se réfère toujours à quelque chose au-delà du moi présent et il n'a pas d'existence sauvegardée au-delà du fait de diriger le moi vers l'objet dans la présence duquel sa propre carrière doit s'achever. Il existe trois prétentions dans le champ de la gouverne et chacune d'elles prétendent qu'elles peuvent guider l'humanité relativement au problème ultime de la vie.
Ces prétentions sont la science, la philosophie, la religion. Nous allons traiter chacune d'elles, une par une, et examiner la validité de ce qu'elles prétendent. La science moderne est entrée dans le champ de la pensée humaine en tant que branche de savoir, pouvant tout résoudre au milieu du XVIIIe siècle. La raison de cette nouvelle attitude de la science ne vient pas de ce qu'elle avait découvert des instruments de connaissance tels qui lui permettaient d'appuyer cette prétention. Plutôt, ce fut purement une affaire de sentiment. La science est venue à l'Occident moderne depuis le monde de l'islam. Ce furent les musulmans qui, après la conquête de certaines parties de l'Europe, en particulier l'Espagne, établirent les premières universités, les premiers observatoires scientifiques, laboratoires et bibliothèques sur le sol de l'Europe, et les premiers scientifiques chrétiens qui, après des siècles d'obscurantisme et d'ignorance, allumèrent la torche de la connaissance scientifique en Angleterre, en France, en Allemagne, et ainsi de suite, furent les élèves de maîtres musulmans. Le christianisme, bien distinct du message original du saint prophète Jésus, paix sur lui, avait été anti-science et anti-raison depuis le départ. En effet, ce fut le christianisme qui éteignit toute lumière de connaissances pouvant être trouvée en Grèce, en Égypte et en Syrie quand il devint puissant politiquement. De plus, comme nous l'avons déjà établi, la science vint à l'Occident moderne à travers les musulmans, que les chrétiens voyaient comme leurs ennemis les plus mortels. De là, l'Église chrétienne persécuta les scientifiques, les brûla au piquet et les pendit aux potences. Cette persécution violente fit des scientifiques occidentaux non seulement les ennemis de l'Église chrétienne, mais de toute religion. Et parce que la religion en elle-même s'intéresse essentiellement aux problèmes ultimes de la vie humaine, et que de ce fait, elle exige la loyauté des êtres humains, les scientifiques pénétrèrent le domaine des problèmes ultimes et commencèrent au nom des faits scientifiques à s'opposer aux enseignements du christianisme sur des problèmes tels que l'origine de l'homme, l'origine du monde, l'existence du monde surnaturel et l'existence de Dieu. Ainsi, Darwin, par exemple, chercha à démontrer que l'homme n'était pas un être supérieur, ainsi que l'enseignait la religion, qu'il n'était pas un être créé à l'image de Dieu, mais juste un animal parmi les animaux, simplement une variété plus évoluée de singes. En effet, il tenta de retracer l'origine des êtres humains à la plus basse forme de vie, à savoir l'amibe, et affirma que les espèces avaient évolué à travers le processus de transmutation, et que la position de plus puissant des animaux de l'homme était juste due au hasard et pas le fait d'un décret divin. Sa pensée globale était en fait anti-religieuse, et d'autres après lui vinrent grossir la liste des erreurs des enseignements chrétiens au nom des faits scientifiques. Les objets des sens, couleurs, sons, etc., sont des états de l'esprit de celui qui perçoit, et comme tels, exclus de la nature regardée comme quelque chose d'objectif. Pour cette raison, ils ne peuvent être en un sens approprié des qualités des choses physiques. Quand je dis le ciel est bleu, cela peut seulement signifier que le ciel produit une sensation de bleu dans mon esprit, et non pas que la couleur bleue est une qualité trouvée dans le ciel. En tant qu'état mentaux, ils, ces objets d'essence, sont des impressions, c'est-à-dire qu'ils sont des effets produits en nous. La cause de ces effets est la matière ou bien les choses matérielles agissant sur notre esprit par nos organes d'essence, nos nerfs et le cerveau. Cette cause physique agit par contact ou impact, d'où elle doit posséder les qualités de forme, dimension, solidité et résistance. La question demeure, la science est-elle vraiment capable de répondre aux ultimes questions sur la base de la connaissance certaine? La réponse à cette question repose dans l'analyse de la méthode scientifique. D'un point de vue scientifique, toute observation fait intervenir trois facteurs: l'observateur, l'objet qui est observé, les conditions sous lesquelles l'observation se fait. Examinons ces facteurs et voyons s'ils sont variables ou stables, afin de comprendre s'il est possible de parvenir à la connaissance certaine des questions ultimes sur la base de l'observation. Le premier facteur est l'observateur. L'observation varie forcément d'un observateur à l'autre, car les différents êtres humains,
ne possèdent pas tous des pouvoirs d'observation identiquement précis et pointus. Pas plus en ce qui concerne leur sens physique de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, du goût et du toucher, qu'en ce qui concerne l'intellect qui coordonne les informations que le cerveau obtient à travers les sens physiques. Par exemple, une personne peut être daltonienne ou myope, et ainsi, son observation différera toujours de celle qui jouissent de ce que l'on appelle une vue normale. De même, une personne peut être malentendante ou peut avoir perdu le sens de l'odorat ou de la discrimination du goût ou le sens du toucher ou peut être idiote ou lunatique. C'est donc un fait bien établi que le premier facteur dans chaque observation est un facteur variable, ce qui veut dire que différentes observations peuvent varier sur la base de ce facteur. Le second facteur est l'objet observé. Cela ne demande pas une réflexion poussée pour comprendre que plus un objet est proche, plus il est concret et compréhensible, plus la possibilité que l'observation correcte est grande. Et plus un objet est reculé, plus il est subtil et insaisissable, moins une observation correcte devient possible, et même l'observation en elle-même. Par exemple, si nous devons comprendre les propriétés chimiques du chlorure de sodium ou du carbonate de calcium, il est facile de s'en procurer dans sa forme standard. Aussi, c'est quelque chose de concret, et cela peut être examiné dans un tube à essai. Mais même parmi les objets proches, si nous nous tournons vers la physique atomique et tentons d'observer le comportement de l'atome, cela est forcément une tâche difficile, que l'atome concerné soit le sodium, ou le calcium, ou le carbone. Par exemple, si nous tentons d'observer les strates interplanétaires, alors naîtront nécessairement différentes opinions, ce qui est le cas aujourd'hui. En tout état de cause, même dans le cas d'un objet comme la Lune, qui est une source de joie pour l'enfant qui l'observe, l'observation scientifique est manquante de précision. Par exemple, il y a quelque temps, les scientifiques étaient tombés d'accord sur un certain calcul de la distance entre la Terre et la Lune. Mais à présent, ils affirment que ce calcul est faux et que la distance réelle est plus grande que ce que l'on croyait initialement. En arrivant à présent au troisième facteur, c'est-à-dire les conditions sous lesquelles l'observation est faite, nous constatons que lui aussi est un facteur variable. Par exemple, si nous prenons une canne à pêche et en trempons une partie dans l'eau, plaçant ainsi une portion dans le milieu de l'eau et gardant l'autre portion dans le milieu de l'air, nous observons que la canne droite apparaît brisée au point où l'air et l'eau se rencontrent, alors que si on l'observe dans un seul milieu, soit l'air ou l'eau, elle apparaît toujours droite. Ce changement normal dans l'apparence de la canne est uniquement dû au changement des conditions d'observation et en aucune façon à un changement de la structure de la canne. Un autre exemple classique est la variation de la distance d'observation à l'objet. Par exemple, lorsque nous regardons à distance les sables désertiques dans la chaleur suffocante du soleil, ils peuvent nous apparaître comme une large nappe d'eau. Ce phénomène commun est connu dans le désert sous le nom de mirage. La fausse nature de cette observation ne devient connue de nous que lorsque nous nous approchons de cette prétendue nappe d'eau. Cela signifie que si nous nous contentions de la première observation, nous resterions toujours dans une mauvaise compréhension de la supposée étendue d'eau. Nous venons d'établir que les trois facteurs qui constituent une observation scientifique sont variables. En d'autres termes, n'importe quelle et chaque observation scientifique est susceptible de varier dans son exactitude selon un, deux ou l'ensemble de ces facteurs. La marge d'erreur de l'observation scientifique s'élargit à mesure que les objets observés deviennent plus subtils et plus distants. Cela implique que les sciences physiques peuvent s'avérer être un bon guide et une source de savoir uniquement en ce qui concerne les problèmes les plus physiques et immédiats, même si là encore, nous ne sommes pas immunisés contre l'erreur. De fait, ils ont fait beaucoup d'erreurs, ce qui est bien connu de chaque étudiant en histoire des sciences. Considérant les problèmes ultimes, qui comprennent parmi eux l'univers entier et tous les aspects de l'existence, il devrait être très clair, même pour une personne d'intelligence ordinaire, qu'il serait extrêmement non scientifique et même stupide d'attendre des sciences physiques des solutions exactes et sûres. Nous avons affirmé ci-dessus que les sciences physiques ne peuvent nous apporter la connaissance certaine dans tous les cas, même en ce qui concerne les objets physiques proches. Illustrons ce fait par des exemples. Le corps humain est l'objet physique le plus proche pouvant être observé par un scientifique. Mais malgré le fait que les sciences physiques portent l'homme jusqu'à la Lune,
Entre parenthèses, même si cette affirmation reste à voir, elles n'ont pas réussi, même jusqu'à maintenant, à maîtriser entièrement les mystères du corps humain. Par exemple, le système médical allopathique et le système médical homéopathique ont tous deux rencontré virtuellement le même succès dans le traitement des maladies humaines. Cependant, les conceptions de la nature humaine sur lesquelles ils reposent respectivement sont diamétralement opposées. Cela signifie clairement qu'aucune d'entre elles n'est à ce jour parvenue réellement et en toute compréhension à saisir les mystères du corps humain, entre parenthèses, même dans son aspect physique. De même, nous devons garder à l'esprit que si la science médicale qui fait partie des sciences physiques avait brillamment réussi à connaître avec certitude, précision et exhaustivité les aspects physiques de la nature humaine et les remèdes nécessaires à la guérison des différentes pathologies humaines, la marge d'erreur dans la guérison de ces pathologies serait devenue nulle, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. En ce qui concerne les détails du corps humain, ici encore, le même défaut de précision et de finalisation existe. Par exemple, il y eut un temps où les scientifiques de l'école allopathique de médecine estimaient que les appendices et les amygdales ne servaient à rien et qu'ils pouvaient même être expulsés du corps à titre de précaution. Le credo scientifique sur les appendices fut martelé avec tant de véhémence qu'il donna naissance au proverbe anglais, c'est-à-dire, ouverture des guillemets, aussi inutile qu'un appendice. Mais la pensée médicale s'oriente de plus en plus vers la sauvegarde de l'intégrité de ces organes. Nous pouvons également donner un exemple concernant le changement perpétuel du caractère des conclusions scientifiques au regard des problèmes ultimes. Laissons de côté la pensée scientifique pré-newtonienne afin de nous montrer plus charitables et examinons l'ère qui commence avec la physique newtonienne, considérée comme l'ère de la maturité scientifique. Mais quelle situation retrouvons-nous ici de nouveau? Sir Isaac Newton affirma et proclama au monde que l'univers était tridimensionnel et que l'espace et le temps étaient deux entités distinctes et indépendantes. Tout le progrès scientifique ultérieur procéda sur la base de cette affirmation. Les scientifiques la considéraient comme une vérité infaillible, qu'ils défendirent et par laquelle ils jurèrent continuellement. Mais vint ensuite Einstein, qui prouva cette fois encore scientifiquement que la physique newtonienne reposait sur des fondements erronés, que l'univers n'était pas tridimensionnel, mais quadridimensionnel, que le temps était la quatrième dimension de l'espace et non une entité indépendante, qu'au lieu de l'immuabilité, entre parenthèses, de laquelle a découlé le matérialisme, il existait une indétermination dans l'univers, entre parenthèses, ce qui rend possible l'affirmation scientifique de l'existence de Dieu. Et la science est employée depuis lors à démontrer que la matière est elle-même intangible. Qui sait si demain un autre scientifique ne viendra pas exploser à son tour la physique d'Einstein. Petit 2. La philosophie. L'ensemble de la philosophie peut être généralement classé en 4 écoles, à savoir le rationalisme formel, l'empirisme, le criticisme, le rationalisme empirique. Parmi ces 4, l'empirisme et le criticisme ne méritent pas notre considération dans le contexte de notre présente problématique, et ceci pour des raisons bien définies. Le numéro 2, c'est-à-dire l'empirisme, considère que la seule source d'acquisition de la connaissance vient de l'expérience des sens. Cela implique que la philosophie empirique ne peut même pas prétendre essayer de comprendre la réalité dans sa globalité, car, dans leur nature, même les sens humains sont très limités dans leur gamme respective, et aussi sujets à l'erreur, ce que nous avons déjà constaté dans la section sur la science. En effet, la seule conséquence naturelle et logique de l'empirisme est le scepticisme, c'est-à-dire que nous ne pouvons connaître la réalité. Autrement dit, la philosophie de l'école empirique peine à répondre aux questions ultimes. En ce qui concerne le numéro 3, à savoir le criticisme, il affirme qu'à la fois la raison et les sens sont sources de savoir, mais que chacune d'elles sont des sources très limitées. Par conséquent, la connaissance du monde que nous pouvons obtenir à travers elles ne peuvent être que très limitées dans sa gamme, ainsi que dans sa nature. En d'autres termes, selon cette école de philosophie, l'effort philosophique ne peut parvenir à connaître qu'une partie de la réalité. Cela, à son tour, implique que le savoir certain et compréhensible, qui est la condition nécessaire à la résolution des questions ultimes, les unes après les autres, ne peut être obtenu par la philosophie.
Il ne reste donc que deux écoles de philosophie, le rationalisme formel et le rationalisme empirique, où l'on trouve la croyance que la philosophie peut découvrir la vérité ultime. Simple fait qui ainsi mérite notre considération relativement au présent sujet. Examinons la validité de leurs revendications. Le rationalisme formel estime que la raison humaine, sans aide extérieure, est capable d'appréhender les faits ultimes de la vie et du monde. Le rationalisme empirique estime que la raison et l'expérience des sens doivent se combiner pour rendre les êtres humains capables de trouver la vérité ultime et que, à travers cette combinaison des sources de connaissances, la philosophie peut résoudre les problèmes ultimes et de ce fait guider l'humanité. Le rationalisme formel repose totalement sur la logique. Sa méthode est de choisir une hypothèse comme point de départ de son questionnement et de bâtir sur la base de cette hypothèse un monde entier de pensée philosophique en utilisant l'outil de la logique. Le rationalisme empirique pourrait à juste titre être rebaptisé, ouverture des guillemets, philosophie des sciences. Sa méthode est de rassembler et d'arranger les faits découverts par la science et de tenter, en utilisant les instruments de la raison, de former une représentation intégrative du monde dans sa globalité et d'ainsi répondre aux questions ultimes. Si nous évaluons le rationalisme formel et que nous le regardons en face, nous constatons qu'il est incapable de nous apporter une connaissance certaine et précise des problèmes ultimes. Il en est ainsi parce que son point de départ est toujours une hypothèse, ce qui n'est rien de plus qu'une idée supposée, ou au mieux, une observation basée sur le bon sens, et il est toujours choisi arbitrairement par chaque philosophe. Or, toute hypothèse, en particulier dans la sphère de la pensée arbitraire, est, par la nature même de ce domaine, invérifiable. Et si elle est incertaine, la structure de la pensée se construisant sur elle et les conclusions auxquelles on aboutit doivent également être incertaines. De ce fait, la connaissance des problèmes ultimes apportés par le rationalisme formel ne peut être certaine et exacte. En ce qui concerne le rationalisme empirique, son point de départ est le fait scientifique, c'est-à-dire une observation basée sur les sens, et sa méthode est de résoudre les problèmes ultimes sur cette base. Or, comme nous l'avons déjà vu en discutant de la méthode scientifique, les faits scientifiques sont au mieux des hypothèses exploitables ou de la matière exploitable sur l'échelle d'observation ou le référentiel auquel ils sont connectés. Ainsi, face aux problèmes ultimes, ils n'ont ni finalité, ni parfaite exactitude, ni certitude absolue. Cela implique que si le point de départ du rationalisme empirique et sa matière exploitable manquent d'exactitude, de certitude et de finalité, les conclusions auxquelles on arrivera souffriront également des mêmes écueils. En d'autres termes, une solution aux problèmes ultimes sur la base de la connaissance certaine est impossible, même pour l'école empirique rationaliste de la philosophie. Un éminent penseur scientifique contemporain admet cette vérité par la déclaration suivante. Ouverture des guillemets. Beaucoup de gens pensent à tort que les mécanismes de la logique sont des standards et que le raisonnement logique et a fortiori le raisonnement mathématique sont inévitablement justes. Nous devons nous méfier du processus de la pensée humaine, car initialement, le point de départ est souvent une observation basée sur le bon sens. Or, on ne peut pas faire confiance à ce dernier. C'est le bon sens qui nous pousse à croire que la Terre est plate, que deux fils à plomb sont parallèles. Entre parenthèses, ils sont tous deux dirigés vers le centre de la Terre et forment par conséquent un angle. Que le déplacement en ligne droite existe, ce qui est absolument faux, puisque nous devons prendre en considération non seulement le déplacement de la Terre autour de son axe et autour du Soleil, l'orbite globale de la Terre, mais aussi le déplacement de tout le système solaire vers la constellation d'Hercule, etc. En conséquence, une balle, entre parenthèses, tirée d'une arme, ou un avion qui semble se mouvoir sur une ligne droite par rapport à la Terre, sur une période donnée, suit une trajectoire ressemblant plus à un tire-bouchon dans un système de référentiel plus vaste, les étoiles les plus proches par exemple. Le bon sens nous dit que le bord d'une lame de rasoir est une ligne droite continue. Mais si nous l'examinons au microscope, nous voyons qu'il ressemble à une ligne formant des vagues, telles que pourrait les dessiner un enfant. Le bon sens nous dit qu'un morceau d'acier est solide. Les rayons X nous montrent qu'il est poreux,
et les théories modernes sur la matière nous apprennent qu'il est en réalité fait de milliards de milliards de milliards d'univers miniatures et animés, doués de mouvements extraordinairement rapides et n'entrant pas en contact les uns avec les autres. Ainsi, si le point de départ, les origines d'un raisonnement sont fausses, la conclusion sera nécessairement, en toute logique, fausse. Ouverture des guillemets. Étant donné que nous n'avons d'autres moyens de connaître et de décrire la nature que ceux que nous confèrent nos sens et nos facultés, par nos cellules nerveuses, nous devons être extrêmement prudents et ne jamais oublier la relativité de la représentation que nous construisons. Relativité en relation avec l'instrument qui enregistre l'âme. Entre parenthèses, le conte du Nui, Human Destiny. La compétence de la science et de la philosophie dans le dévoilement des mystères des problèmes ultimes peut être aussi examinée à travers un autre argument. Ainsi que cité précédemment, les problèmes ultimes concernent trois principaux sujets: l'homme, l'univers et Dieu. Examinons ici le cas de l'homme lui-même. La science ou la philosophie, ou les deux combinés, peuvent-elles nous fournir une connaissance véritable et exacte des problèmes ultimes relatifs à l'homme? Si nous considérons cette question avec un esprit apaisé et sans passion, nous constatons que ni l'origine, ni la constitution, ni le fonctionnement de l'homme ne peuvent être raisonnablement conçus comme existant dans un vide. L'être humain en tant qu'individu fait partie de l'espèce humaine. L'espèce humaine elle-même fait partie d'un tout plus vaste, c'est-à-dire le monde animal. Le monde animal, à son tour, fait partie d'un tout plus vaste encore, c'est-à-dire le monde organique, entre parenthèses, qui inclut le monde végétal. Le monde organique, lui aussi, fait partie d'un tout plus vaste, c'est-à-dire la Terre, entre parenthèses, qui comprend le monde organique et le monde inorganique. La Terre, elle aussi, fait partie d'un tout plus vaste, c'est-à-dire notre système solaire, qui, à son tour, fait immédiatement partie d'une galaxie, d'un nombre inconnu de systèmes solaires et de façon ultime partie de l'univers entier qui est inconnu de nous dans sa globalité et qui, d'après la science moderne, devrait être qualifié de virtuellement infini, à la fois dans l'espace et dans le temps, et par conséquent, il est impossible à saisir dans la connaissance par nos pouvoirs limités de perception et de raisonnement, que ce soit logiquement ou mathématiquement. Ainsi, l'individu humain fait en dernière instance partie et une parcelle d'un univers qui, par son origine, sa constitution et son utilité, est inconnaissable en tant que tout. Alors, si nous souhaitons obtenir une connaissance véritable, exacte et compréhensible des lois fondamentales qui gouvernent l'existence de l'individu humain, nous comprenons que tout comme l'individu humain n'existe pas dans un vide. Les lois qui gouvernent son existence sont elles aussi intégrées dans un tout supérieur et plus large, c'est-à-dire le système de lois qui gouverne l'humanité en tant qu'entité. Ce système de lois supérieures et plus large fait à son tour partie d'un autre système supérieur et plus large encore, et la série continue. Les niveaux de lois s'élèvent de plus en plus haut, d'étage en étage, jusqu'à ce que nous atteignions le niveau où nous sommes confrontés aux lois qui gouvernent l'univers entier en tant qu'entité fondamentale. L'expérience, telle qu'elle se déploie elle-même dans le temps, présente trois principaux niveaux: le niveau de la matière, le niveau de la vie et le niveau de l'esprit et de la conscience, respectivement le sujet-problème de la physique, de la biologie et de la psychologie. Tournons premièrement notre attention vers la matière. Afin d'apprécier avec exactitude la position de la physique moderne, il est nécessaire de comprendre clairement ce que nous entendons par matière. La physique, en tant que science expérimentale, porte sur l'effet de l'expérience, c'est-à-dire de l'expérience sensible. Le physicien commence et termine avec les phénomènes sensibles, sans lesquels il lui est impossible de vérifier ses théories. Il peut postuler d'imperceptibles entités, telles que les atomes, mais il fait ainsi parce qu'il ne peut pas expliquer autrement son expérience sensible. Ainsi, la physique étudie le monde matériel, c'est-à-dire le monde révélé par les sens.
Les processus mentaux impliqués dans cette étude et de manière similaire, l'expérience esthétique et religieuse, bien que partie du champ total de l'expérience, sont exclus du domaine de la physique pour la raison évidente que la physique est restreinte à l'étude du monde matériel par lequel nous entendons le monde des choses que nous percevons. Mais quand je vous demande quelles sont les choses que vous percevez dans le monde matériel, vous allez bien sûr mentionner les choses familières autour de vous. Par exemple, la terre, le ciel, les montagnes, les chaises, les tables, etc. Quand je vous demande également ce que vous percevez exactement de ces choses, vous répondrez leur qualité. Il est clair qu'en répondant à une telle question, nous appliquons en réalité une interprétation sur le témoignage de nos sens. L'interprétation consiste à faire une distinction entre la chose et ses qualités. Cela équivaut à une théorie de la matière, c'est-à-dire de la nature des données sensibles, de leur relation à l'esprit perceptif et de leur cause ultime. Ce fut le philosophe Berkeley, 1685-1753, qui est le premier entrepris de réfuter la théorie de la matière comme la cause inconnue de nos sensations. À notre époque, le professeur Whitehead, 1861-1947, un éminent mathématicien et scientifique, a montré de manière concluante que la théorie traditionnelle du matérialisme est complètement intenable. Il est clair que, en théorie, les couleurs, les sons, etc. sont seulement des états subjectifs et ne forment aucune part de la nature. Ce qui entre dans l'œil et l'oreille n'est pas couleur ou son, mais d'invisibles vagues d'éther et d'une audible vague d'air. La nature n'est pas ce que nous connaissons être elle. Nos perceptions sont des illusions et ne peuvent être regardées comme d'authentiques révélations de la nature qui, en accord avec la théorie, se scindent en impressions mentales, d'une part, et en entités invérifiables, imperceptibles produisant ces impressions, d'autre part. Si la physique constitue une connaissance réellement cohérente et véridique d'objets connus perceptiblement, la théorie traditionnelle de la matière doit être rejetée pour la raison évidente qu'elle réduit la preuve de nos sens sur laquelle le physicien, comme observateur et expérimentateur, doit s'appuyer à de simples impressions de l'esprit de l'observateur. Entre la nature et l'observateur de la nature, la théorie crée un golfe qu'elle est obligée d'enjamber en recourant à l'hypothèse douteuse d'un imperceptible quelque chose, occupant un espace absolu comme une chose dans un récipient, et causant notre sensation par une sorte d'impact. Dans les mots du professeur Whitehead, la théorie réduit une moitié de la nature. Nous arrivons à présent à la conclusion. Pour connaître la nature et la destinée d'une partie, nous devons connaître la nature et la destinée du tout. Ainsi, pour connaître la nature et la destinée de l'individu humain, nous devons connaître la nature et la destinée du tout dont il fait partie. Comme nous l'avons vu, immédiatement, il fait partie de l'espèce humaine. Mais l'espèce humaine n'est pas elle-même le tout final. Plutôt, elle fait partie d'un tout plus grand, et ce tout plus grand fait partie d'un tout plus grand encore, jusqu'à ce que, si nous devions nous arrêter aux conceptions physiques uniquement, nous atteignions le tout final, connu comme étant l'univers physique. Cela signifie qu'à moins que nous connaissions la nature et la destinée de l'univers, nous ne pouvons connaître la nature et la destinée de rien qui en fasse partie, y compris de l'individu humain. Toutes les considérations précédentes nous mènent positivement à la conclusion que ni la science ni la philosophie ne pourront jamais être capables de fournir des réponses exactes à nos questions ultimes sur la base de la connaissance certaine. Et ces réponses qu'elles ont apportées, ou qu'elles pourront apporter, ont été et seront toujours, au meilleur des approximations, sous forme de vérité partielle. Et, dans la plupart des cas, ce que le verset suivant du Saint-Coran appelle des conjectures. Ouverture des guillemets. Alors qu'ils n'en savent rien, mais suivent en cela de simples conjectures. Or, les conjectures ne sauraient tenir lieu de certitude. Sourate 53, verset 28. La question qui se pose maintenant est, si la science et la philosophie échouent à nous guider dans la résolution des problèmes ultimes, est-ce la fin du chemin ou existe-t-il une sortie? La réponse est oui. Il y a une voie, la voie de la religion. Petit 3. La religion.
La validité de la prétention de la religion, quant aux réponses à nos questions ultimes, réside dans la source de la connaissance. Parmi les religions du monde, l'islam est en accord avec nous sur le fait que les facultés humaines des sens et du raisonnement sont, de par leur nature propre, incapables d'arriver à une connaissance exacte et certaine des faits ultimes, aussi bien à travers le raisonnement logique qu'à travers le raisonnement mathématique. Mais parallèlement, il nous offre un message d'espoir et nous invite à suivre une gouverne très simple et convaincante en conséquence. L'expérience religieuse, j'ai essayé de la maintenir, est essentiellement un état de sentiment qui a un aspect cognitif dont le contenu ne peut être communiqué aux autres si ce n'est sous la forme d'un jugement. Maintenant, lorsqu'un jugement qui se proclame l'interprétation d'une certaine région de l'expérience humaine, qui ne m'est pas accessible, est placé devant moi pour recevoir mon assentiment, je suis en droit de demander quelle est la garantie de sa vérité. Sommes-nous en possession d'un test qui révélerait sa validité? Si l'expérience personnelle avait été le seul fondement pour l'acceptation d'un jugement de cette sorte, la religion aurait été la propriété de quelques individus seulement. Heureusement, nous sommes en possession de tests qui ne diffèrent pas de ceux applicables à d'autres formes de connaissances. Ceux-là, je les appelle tests intellectuels et tests pragmatiques. Par test intellectuel, j'entends l'interprétation critique, sans présupposition d'expérience humaine, généralement en vue de découvrir si notre interprétation nous conduit ultimement à une réalité de même caractère que celle révélée par l'expérience religieuse. Le test pragmatique juge cela par ses fruits. Le précédent est appliqué par le philosophe, celui-ci par le prophète. Cette gouverne peut s'établir comme suit. Il existe deux facteurs dans chaque acte de connaissance, à savoir le sujet et l'objet. En ce qui concerne le processus de savoir, il est rendu possible de deux façons, c'est-à-dire 1. Le sujet peut embrasser l'objet au moyen des instruments de la connaissance, qui, dans le cas de l'homme, sont les sens et la raison. Et 2. L'objet peut se révéler au sujet. La voie principale du savoir est la première, et c'est celle que la science et la philosophie empruntent. Et parce que le fini ne peut embrasser l'infini, les tentatives de la science et de la philosophie de résolution des problèmes ultimes finissent dans l'échec. La deuxième voie de la connaissance est la voie de la religion révélée. Le fait que cette voie soit matière à expérience dans le monde scientifique est connu de tous les scientifiques. Par exemple, il existe des planètes qui sont si éloignées de l'horizon le plus lointain que les instruments les plus avancés de l'astronomie se sont révélés incapables de les pénétrer. Ces planètes pénètrent cet horizon seulement pour un temps donné, après de très longues périodes de temps. Ainsi, plutôt que ça n'ait été les instruments astronomiques qui les auraient pour ainsi dire embrassés, elles-mêmes ont révélé leur existence en se déplaçant pour un temps donné de leur découverte à partir d'une position où leur existence ne peut être connue et après cette révélation, elles disparaissent à nouveau dans l'inconnu. Ceux dont le regard est fixé et dont les instruments sont focalisés sur cet horizon les voient et les connaissent, alors que d'autres n'admettent leur existence que sous l'autorité parce que la vérification par l'observation n'est plus possible après la disparition de ces planètes. Tout cela, à propos du monde physique, le monde de l'expérience des sens, le monde dans lequel la qualité et la quantité ne sont qu'une partie de l'univers infini et inconnu. Mais cela nous conduit à un fait important. Plus une chose est éloignée qualitativement, entre parenthèses, respectivement à sa différence par rapport à nous dans sa nature, sa constitution et sa fonction, ou quantitativement, entre parenthèses, dans l'espace et dans le temps, plus grande devient la nécessité que la première voie de la connaissance laisse la place à la seconde voie, la révélation. L'islam met l'accent sur ce fait d'importance souveraine qu'est la révélation. Il affirme l'existence de Dieu et dit qu'il est le créateur et le protecteur de l'univers. Aussi, qu'il est tout-puissant, omniscient et omniprésent. Il possède la connaissance parfaite d'origine de la constitution et de la fonction de tout, et sa connaissance comprend le passé, le présent et le futur. Et il ne possède pas seulement cette connaissance, mais a aussi révélé à l'humanité la bonne gouverne quant aux problèmes ultimes
et intriquée qui défie l'exactitude et la certitude acquises par les moyens des sens et de la raison. Ces révélations sont venues comme les planètes distantes mentionnées dans le précédent propos scientifique, à travers les lumières spirituelles qui sont apparues à l'horizon de l'humanité, ça et là. Ces lumières spirituelles incluent des hommes comme Adam, Abraham, Moïse, Jésus, le dernier d'entre eux étant Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui et tous les autres messagers de Dieu, et le dernier livre révélé est le Saint-Coran. Je termine cette partie en citant deux auteurs que les jeunes ne lisent plus, raison pour laquelle le niveau devient de plus en plus bas à mon humble avis. Je commencerai par Maulana Mohammed Iqbal, dans son livre La reconstitution de la pensée religieuse en islam, qui dit, ouverture des guillemets, le monde dans tous ses détails, depuis le mouvement mécanique de ce que nous appelons atome de matière, jusqu'au libre mouvement de la pensée dans l'ego humain et l'autorévélation du grand je suis, entre parenthèses, Great I am. Chaque atome de l'énergie divine, si bas soit-il de l'échelle de l'existence, est un ego. Mais il y a des degrés dans l'expérience de l'égoïté, entre parenthèses, egohood. Tout au long de l'entière gamme de l'être, court la note graduellement montante de l'égoïté jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection en l'homme. C'est pourquoi le Coran déclare l'ego ultime être, ouverture des guillemets, plus proche de l'homme que sa propre veine jugulaire. Je terminerai avec cette réflexion de William James, ouverture des guillemets, en négligeant les croyances particulières pour nous en tenir à l'universel, nous pourrons dire qu'il existe un contenu positif de l'expérience religieuse dont la réalité ne peut être mise en doute. C'est le fait que le moi conscient ne fait qu'un avec un moi plus grand, d'où lui vient la délivrance.